C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode à moitié californien, Pascal, d'une tasse de tech, la balado techno du groupe Cogeco C23. Tu tournes le fer dans la plaie, là, tu me plantes le couteau, ça fait mal. Moi, je suis à Montréal, il fait gris. Ah! Oui, moi, je suis présentement à Cupertino. En fait, si vous nous regardez en version vidéo, je peux probablement vous montrer le fond. Derrière moi, il y a un bâtiment que vous voyez peut-être en partie derrière les arbres. Et c'est la soucoupe volante, c'est le campus d'Apple, le fameux Apple Park, le building tout rond, qui ressemble à un gros beigne géant. On est l'autre bord de la rue là, pour enregistrer la balado en ce moment. Et on voit dans l'arrière-plan donc le campus d'Apple, qui est très tranquille à cette heure-ci, parce qu'on enregistre tôt le matin pour l'heure californienne, encore qu'il est midi à Montréal. Mais c'est un endroit très tranquille. Et là où je suis, c'est une terrasse sur le toit d'un café où il n'y a personne. Il y a comme 60 tables, fait que c'est très tranquille. Wow. On va profiter pour parler des produits et des nouveautés qu'Apple a annoncé cette semaine, iPhone 15 et Apple Watch essentiellement. Est-ce qu'il y a un virage vert? Est-ce que c'est la pomme verte qui s'en vient chez Apple? Parce qu'il y a eu quand même des annonces qui ont été faites au niveau environnemental. Mais avant, Pascal, je te laisse, si tu veux bien nous présenter nos valeureux commanditaires partenaires à la balado. Nos partenaires pour 2023 au podcast Une tasse de tech, TELUS, Plan Hub, Jura. Si vous aimez le café, vous aimerez le Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson caféinée ou pas, de votre choix, avec du lait ou non. Si vous le voulez, avec un seul bouton. Il n'y a pas le café à verser, puis ensuite le lait à mousser. Non, un seul bouton, tout est moussé, tout est préparé pour vous. On peut ajuster de façon précise la quantité de lait, de café et d'eau. Vraiment simple. Le nettoyage aussi, des petites capsules. On vous indique comment faire à l'écran. Vous avez un écran tactile pour choisir vos boissons préférées, qu'on peut évidemment mémoriser. Allez jeter un coup d'œil sur le distributeur à Montréal, Edica. Sur Saint-Laurent. Prenez pas de café avant. Donc, vous allez sur edica.com pour voir les différents modèles de machines Jura. Voilà. Normalement, je vous dirais, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, si vous voulez un bon deal sur un téléphone, allez voir le site de votre fournisseur sans fil, mais pas cette semaine. Parce que si vous voulez acheter un iPhone et que vous magasinez présentement un iPhone 14, vous allez vous mordre les doigts un petit peu, puisque l'iPhone 15 s'en vient. Donc, vous pouvez aller sur le site de TELUS et juste regarder le temps que ça prendra pour voir apparaître nouvel iPhone. Mais vous pouvez aller sur le site de Plan Hub, par contre, parce que c'est le moment de peut-être renégocier, remagasiner votre forfait sans fil. C'est le bon temps pour le faire. On le répète, et je pense qu'il faut le répéter. Hein, on retient les choses quand on se les fait dire 7 à 9 fois. J'ai appris ça l'autre jour. Donc là, on est rendu peut-être à 2 ou 3 fois qu'on vous le dit, mais il faut appeler votre fournisseur, renégocier votre sans fil. Et comme il y a un nouvel iPhone qui sort, souvent, les fournisseurs en profitent pour lancer des nouveaux forfaits moins chers parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les fournisseurs à ce moment-là de l'année, spécifiquement. Profitez-en. On enregistre un 13 septembre, c'est pas vendredi, mais c'est quand même une date importante, Pascal, si j'ai bien compris. Oui, parce que c'est pour moi qui est un fan de la série Cosmos 1999, Space 1999, c'est le Breakaway Day. C'est la journée où dans la série, la Lune se détache de l'orbite terrestre pour errer dans le cosmos et rencontrer tout plein d'extraterrestres et tout. Là, si je dis Maya, la série télé avec Maya dedans, c'était ça, Cosmos. Maya l'abeille aussi. Pour moi, c'est l'autre Maya, celle qui était top modèle, qui était dans la série de science-fiction, qui était une extraterrestre. Et quand on regardait dans ses yeux, elle pouvait se transformer en tout ce qu'elle pouvait imaginer. Wow. C'était assez joli comme série de science-fiction. Cosmos 99, c'était avec l'acteur, je ne suis pas sûr de son prénom, Michael Landau ou quelque chose comme ça, non? Oui, tout à fait, avec Barbara Bain, le duo qui a quitté Mission Impossible pour aller dans la série. Oui, voilà, exactement. Quand même. Oui. Oui. Ah ben oui, puis on parle des années 60, je pense, quelque chose comme ça. Donc, pour les gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de regarder ça. Ça jouait en reprise à la télé quand j'étais petit. C'est un classique de la science-fiction, Cosmos 99. Je ne sais pas si ça se trouve, mais si ça se trouve, ça vaut la peine d'être regardé au moins une fois. Écoute, je l'ai vu sur Prime Video. Ah, mon Dieu! Un coup d'œil. Okay. Je te dis, il y a des épisodes qui ont hyper mal vieilli, mais je trouve que c'est le créateur des Sentinelles de l'air qui a fait ça, hein?
Oh, quand même. C'est le gars hein? qui faisait les Sentinelles de l'air, les maquettes, les trucs comme ça. C'est ce qu'il utilisait. C'était une série avec des vrais personnages, Cosmos Oui, 1999, mais oui. les accidents, c'était toutes des maquettes avec des fusées, avec des... Écoute, c'est Il y avait un très, petit très air de drôle de Star Trek voir. des pauvres dans la Oui, production. mais je Disons-le comme trouve... ça. Oui, mais je trouve que c'est inspiré un peu de 2001 au-dessus de l'espace. Ben oui. Fait que le décor était quand même autrement plus costaud, là. Quand on parle le décor était splendide dans la première saison, là. Ils ont dû changer dans la deuxième saison. Ça coûtait trop cher d'éclairer Voilà. le décor de la première saison, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Ça vaut la peine d'être vu. On se fera un spécial série de science-fiction, vidéo, Oh. film, tout ça. À un moment donné, j'ai dit de comparer nos notes parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses de Oh. fun qui pourraient être. Ou peut-être ajouter un segment divertissement. Une tasse de J'aimerais thé. ça. On va, J'aimerais ça. entre-temps, passer au vrai segment qui existe déjà dans la balado, qui est le segment des actualités, parce qu'il y en a quand même eu à part et à part cette semaine. Juste rappeler rapidement que le segment est présenté par InfoBref, un site ou une infolettre gratuite que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui mérite la peine d'être consulté. InfoBref, chaque matin, donc, condense l'essentiel des nouvelles importantes dans une petite infolettre qui, je lisais le commentaire d'un lecteur récemment, qui se dépose délicatement dans votre inbox chaque matin. Je ne sais pas, dans les réglages d'un outil d'envoi d'infolette, il y a où l'onglet cliquer pour un envoi délicat. Je sais que ça existe sur des laveuses. On peut laver nos délicats sur des laveuses, mais sur des emails, je ne sais pas si où. Mais ça se trouve, et InfoBref le fait. InfoBref résume, en fait, les principaux événements de la journée, de l'actualité, affaires, techno, politique, sciences, et ainsi de suite. Et vous envoie tout ça. Ça se lit en 5 minutes. C'est gratuit. Vous pouvez y aller, infobref.com. Il y a plein de belles infolettes sur le devoir aussi, je vous le dis en passant. Et ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas concurrentiel. Vous pouvez avoir 8 infolettes dans votre inbox le matin. Ça se lit très bien avec un bon café. De Jura? Faites-le vous-même, en plus. Voilà, Ben oui, voilà, exactement. voilà. Oh oui, Hey, on première va parler de nouvelle. l'iPhone 15. Ben oui, parlons de Exactement. l'iPhone 12 parce que, et je ne sais pas si ça va venir chez nous, mais en France, ouais, ça ne va pas très bien pour l'iPhone 12. C'est très drôle parce qu'il est en vente depuis 2020, mais on en interdit la vente en ce moment en France parce que l'Agence nationale des fréquences, une institution française, a mesuré que les ondes électromagnétiques émises par l'iPhone 12 étaient légèrement supérieures au seuil autorisé. Et ça, c'est quand on tient, si je ne m'abuse, le téléphone dans la main ou dans une poche de pantalon. Oh. Donc, si on le tient sur sa veste ou dans un sac, c'est tout à fait conforme. La mesure est légèrement supérieure à la norme. On parle de 1,74 watts par kilo. On sait que les normes sont déjà 10 fois inférieures au niveau des émissions qui pourraient peut-être éventuellement entraîner des conséquences sur les utilisateurs. Donc, ceux qui s'inquiètent, qui ont envie de jeter leur iPhone 12 à bout de leurs bras, inquiétez-vous pas. Si jamais ça vous inquiète, prenez des écouteurs comme les AirPods Pro, par exemple, ou AirPods qui sont lancés, deuxième génération dont on va parler dans quelques secondes. Apple en France a 15 jours pour être conforme, pour se conformer, quelque chose qui peut être fait simplement avec une mise à jour logicielle, diminuer un peu l'émission des ondes selon le scénario. Alors, inquiétez-vous pas, ceux qui sont inquiets, rassurez-les, le iPhone 12 est encore un très bon téléphone. Il n'est pas interdit de circulation. C'est juste que, par précaution, on en interdit les ventes pour un moment. De toute façon, il n'est plus vraiment vendu par Apple directement. Donc Exactement. C'est une mesure, je veux dire, faussement sévère. C'est ça. Mais effectivement, au moins, c'est une mesure qui est appliquée. Ce qui est plus le fun que d'avoir une mesure qu'on n'applique pas parce qu'on est trop mou. Donc, bravo la France. Et en même temps, je ne sais pas s'ils ont découvert ça maintenant ou s'ils l'avaient découvert avant puis ils ont pris du temps à la mettre en place. Mais bref, mise à jour à venir pour les gens qui ont iPhone 12 qui va probablement aussi corriger le défaut si c'est le même téléphone ici. Ici également, effectivement. Parlant de gouvernement qui agit, on en a parlé beaucoup cette semaine. C'est arrivé en même temps que le lancement d'Apple, en fait, puis ça concerne Google et un peu indirectement aussi Apple, mais c'est la justice américaine qui finalement met à exécution sa menace de poursuivre Google pour ce qu'elle soupçonne être une position de monopole dans le marché des moteurs de recherche. C'est une grosse affaire parce que, premièrement, le moteur de recherche de Google représente 60% de ses revenus.
Google qui, en passant, fait des milliards de dollars de revenus chaque année. Et pour assurer sa position dominante dans le marché, aurait donné des milliards de dollars en échange à Apple, LG, Motorola, Samsung, la plupart des fabricants de téléphones pour que Google, le moteur de recherche, figure par défaut comme le moteur de référence dans les outils de recherche en ligne sur le téléphone, que ce soit la barre de recherche dans l'accueil des téléphones Android ou le navigateur sur le téléphone comme l'iPhone, dans le Safari ou dans Chrome, même sur les téléphones Android. Et en fait, il y a comme un sous-élément de la requête là, du gouvernement américain qui porte aussi sur la présence de Chrome par défaut dans les téléphones Android, qui évidemment rend le navigateur de Google extrêmement dominant dans le marché des navigateurs et qui pousse évidemment les gens vers la recherche sur Google. Bref, on va enquêter là-dessus. On va discuter. On a 10 semaines. On s'est donné 10 semaines là, au niveau de la justice américaine pour enquêter sur la position de Google dans ce marché-là. Il y a Bing chez Microsoft. Il y a DuckDuckGo, qu'on connaît moins, mais qui est aussi recommandable. C'est DuckDuckGo doublement recommandable parce que c'est aussi un moteur de recherche qui ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs, donc qui reste une façon de rechercher très anonymement sur Internet. Ou en tout cas sans se faire tracer. Donc, les gens qui se demandent toujours pourquoi, quand ils ont fait une recherche pour un séchoir à cheveux sur Google, se voient proposer des publicités de séchoir à cheveux partout sur les sites d'Amazon, Facebook et autres. Ben, c'est parce qu'ils collectent des données sur vos déplacements d'un site web à l'autre. Voilà. Bon, ben, DuckDuckGo ne le fait pas. Je ne sais pas à quel point ça a affecté aussi Copernic, qui est dans un passé un peu plus long, un peu plus lointain au Québec, qui est un moteur de recherche ici. Mais bref, on va regarder ça de plus près. On se donne 10 semaines pour se déterminer si on va scinder Google en différentes entités. Cette poursuite-là de la justice américaine a commencé en 2020 sous Donald Trump. Et à l'époque, ce que disaient bien des élus républicains, c'est qu'ils aimeraient que YouTube devienne une entreprise indépendante, que la partie publicitaire de Google avec l'analytique et tout le reste, les outils plus entreprises, deviennent une entreprise indépendante et que la portion moteur de recherche, donc bref, qu'on séparerait ça en trois. Ce serait extrêmement surprenant qu'on arrive à cette conclusion-là. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une conversation hors cours et probablement une entente à l'amiable. Si j'avais un petit 2 $ à Paris, ce serait là-dessus. Où on va à ce moment-là juste retirer peut-être Google des choix par défaut. On va laisser à l'utilisateur des téléphones Android et des appareils de recherche l'option de choisir parmi une liste de moteurs de recherche celui qu'ils veulent. Ou peut-être pas du tout, juste laisser ça ouvert, dire, une fois que tu arrives à la recherche, dire maintenant que vous voulez rechercher quelque chose, quel moteur voulez-vous utiliser? Ça pourrait être une façon de le faire. C'est un peu ce qui a été fait avec Windows à la fin des années 90, là, au début 2000, quand la justice américaine s'est portée à enquêter en fait, sur Microsoft, là, où on disait on va séparer Microsoft en 3 compagnies. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Puis on a retiré Internet Explorer par défaut de Windows. Donc, c'est peut-être la même chose qui va se produire. Et surtout parce que, en fait, la conclusion de cette poursuite-là risque d'être intéressante pour la suite parce que le gouvernement américain, il n'est pas le seul, mais il avait un œil aussi après Google sur Amazon, qui a une position aussi assez délicate dans le marché de la vente en ligne. En Amérique du Nord, 49 % du commerce en ligne se passe sur Amazon. Et sur Amazon, les produits les plus populaires sont les produits vendus sous la marque Amazon. Donc, Amazon est à la fois le détaillant, le distributeur, bref, il y a des conversations là où on se demande est-ce qu'Amazon aussi représente un monopole? Est-ce qu'on devrait splitter Amazon dans différentes entreprises? Ça pourrait déborder là-dessus. Et après ça, il y avait aussi Apple qui était sous enquête. On n'en finit jamais, n'est-ce pas? Parce que chez Apple, l'App Store est contrôlé par Apple et Apple offre des applications sur l'App Store. Est-ce que c'est une position d'usurpation de situation de monopole aussi? Bref, le petit morceau Google dont on parlait tantôt pourrait découler et affecter tout le reste du secteur technologique. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. 10 semaines, ça nous mène à peu près juste avant Noël. Donc, on risque d'en parler dans les prochaines semaines, effectivement, de cette histoire-là. Mais bref, vous venez de comprendre l'enjeu. On va vous en reparler, c'est certain, parce que ça va se conclure prochainement. On ne manquera pas de suivre ça. Gros sujet. Et plus léger, on va parler de pilotes d'imprimante sur Windows. Oui, la fin des pilotes d'imprimantes de tierce partie du côté Windows. Je ne sais pas si... Je pense que tout le monde qui a le moindrement utilisé une imprimante a eu à pester, à travailler. Quelqu'un qui a plus que 20 ans, disons, a eu à pester pour trouver des bons pilotes. Périphérique informatique jamais mis en marché dans l'histoire de l'informatique. C'est atroce qu'en 2023, ça jamme encore, ça bloque encore, il manque encore d'encre, il y a des messages. Tu as besoin de mettre une cartouche d'encre, même si tu veux juste numériser. L'encre fige tout le temps au mauvais moment, c'est horrible. Moi, je me suis acheté une imprimante à jet d'encre. Ça coûte un peu plus cher, mais l'encre ne sèche pas. Et jusqu'à présent, je suis beaucoup plus heureux. Mais les imprimantes à jet d'encre, c'est... j'ai dit imprimante au laser. J'ai acheté une imprimante au laser. C'est plus cher, effectivement. C'est plus cher, mais pas beaucoup. Et ça ne sèche pas les imprimantes à jet d'encre. Tu as besoin de cartouches tout le temps. Donc,
c'est assez hilarant, parce que déjà, des imprimantes qui demandent encore d'installer un pilote en 2023, c'est horrible. Ça devrait être reconnu par Al Windows Webson! depuis des années. Excuse-moi, je voulais juste Voilà. mentionner. Donc, Microsoft va cesser de supporter les pilotes sur mesure des manufacturiers. On va miser sur le standard IPP, le standard Internet Printing Protocol, et d'autres standards qui sont supporisés. C'est un mélange de supporter et de ça fait très mal, ça, je subventionner. pense, ça fait supporiser. Supporisés sont supportés par le Mopria Alliance. Et je trouve que ce nom-là, je ne l'avais jamais entendu. Honnêtement, ça a sonné une cloche, mais ça fait comme, voyons, c'est quoi ça, Mopria Alliance? C'est une association à but non lucratif qui vise à offrir des standards de numérisation et d'impression. Une marque qu'on devrait trouver sur ces appareils. Donc, on va voir Mopria à quelque part sur son imprimante pour indiquer que c'est conforme aux standards reconnus. Mopria, il y a Canon, HP, Xerox, Adobe, Brother, Epson et j'en passe. Les grands manufacturiers d'imprimantes sont tous avec le standard Mopria, donc ça devrait se connecter sans avoir besoin de pilote spécifique. C'est à partir de 2025 que Microsoft va forcer la vis. Mais on imagine que d'ici là, déjà, les manufacturiers étant pour la plupart membres, ça devrait aller plus vite que 2025 pour la plupart des imprimantes à partir de maintenant. Si on a besoin d'une imprimante, évidemment. Ouais. On va féliciter Mopria d'avoir finalement réussi à imposer cette universalité des pilotes, mais on va aussi ne pas les féliciter pour avoir pris 40 ans à le faire parce que ça aurait pu se régler vraiment. Mais ça, je sais pas si c'est la faute de Mopria ou des différents manufacturiers d'imprimantes qui chacun tirait la couverture. Tu sais, il y a déjà des standards pour les souris, les claviers, tu branches, ça fonctionne, tout est beau. Les imprimantes, ça a toujours été un peu chaotique. Ça imprime, mais ça ne scanne pas. Ça scanne, mais ça n'imprime pas. Tu réinstalles, tu dois installer le logiciel qui te demande de t'abonner à un service de livraison de cartouches d'encre. J'haïs ça. Ouais. Ben, ce qui se passe dans la machine, l'imprimante, le scanner, peu importe, ça se passe comme ça se passe, mais entre la machine, entre l'imprimante, le périphérique et l'ordinateur, cette communication-là aurait dû être universelle depuis longtemps, que ce soit peu importe le protocole, mais bref. Oui. On aime ça, ça crée pour les imprimantes. Écoute, encore mon père, la semaine passée, m'en parlait. C'est comme ça arrive, ça n'arrête jamais, cette histoire. Écoute, puis en plus, on ne peut même pas les réparer. Ben, j'allais dire, il y a la notion d'universalité et de simplicité, effectivement, dans le fonctionnement, permet d'échanger des morceaux d'une chaîne d'appareils ou d'accessoires, et donc de réparer ces appareils, et donc d'avoir des appareils qui durent plus longtemps. Et on en discute beaucoup cette semaine au Québec parce que le gouvernement a ouvert, dans le fond, prend l'opinion des gens, de consultation. Mon Dieu, je cherchais ce mot-là, c'est compliqué. De différents organismes impliqués dans la question de la durabilité des produits électroniques, électroménagers et autres, parce qu'on est en train de concevoir la version finale du projet de loi 29 sur la réparabilité, le droit de réparer, l'obsolescence programmée. Et beaucoup de gens en parlent, et certains en parlent avec le couteau entre les dents, parce que là, la méchante obsolescence programmée, oui, mais il n'a pas été prouvé que ça existait, l'obsolescence programmée. Évidemment, les fabricants font des produits qui sont faits pour durer un certain temps, mais ils ne le font pas pour que ça pète volontairement. Donc, il n'y a rien de programmé là-dedans. Il y a différentes choses. Entre autres choses, il y a des appareils qui sont de plus en plus impossibles à réparer parce qu'au lieu de visser, on colle. Au lieu de soude. Exactement, on soude encore pire, effectivement. On rend tout ça impossible à changer. Et ce qui arrive, c'est qu'on jette beaucoup de ces appareils-là et on les remplace par des neufs alors qu'on pourrait juste réparer un petit morceau. Mais je regardais, parce que justement, la semaine dernière, j'ai réparé mon lave-vaisselle. Ça a pris 10 minutes, ça a coûté 10 $. C'était 2 cordelettes qui faisaient que ma porte de lave-vaisselle tombait. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'un angle différent sur le même sujet, plutôt que d'imposer, menacer et toujours limiter, parce que c'est souvent ça les projets de loi, c'est qu'on veut être sévère, donc on veut encadrer. Je pense qu'on pourrait mieux outiller les gens, leur expliquer, même quitte à donner des formations d'entretien, parce que c'est de la réparation très mineure souvent. C'est juste de changer un morceau par un autre. Et ça fait peur à bien des gens. On voit 4 vis sur un boîtier, on se dit « Ah, ça va tout péter la machine si je l'ouvre ». Il y a possibilité aussi de le faire de façon positive, d'expliquer aux gens que c'est des choses qu'on pense qu'ils ne se réparent pas, qui se réparent. Les électroménagers, entre autres, une laveuse, une sécheuse, des fois ça brise, on appelle le spécialiste. C'est rare qu'ils arrivent avec des objets, des outils qu'on n'a pas déjà à la maison. Ils font ça avec une perceuse. Ils dévissent, ils sortent, ils changent une petite pièce, ça coûte 300 $ alors que la pièce coûte 15 $, qu'on aurait pu l'acheter et le faire nous-mêmes. Oui. Il faut aussi un petit peu de curiosité de son côté, soi-même, pour faire la réparation directement. Et il y a une occasion, là, j'espère qu'il ne sera pas raté par le gouvernement, d'ajouter ce volet positif à son désir d'encadrer. Et je vais aussi ajouter à ça, parce que ça ferait partie de la conversation, puis je pense que ça va arriver. Mais d'adopter l'indice de réparation, de réparabilité que la France a mis en place l'année dernière, ça serait pas mal cool.
Oui. Parce qu'il existe des appareils qui sont très réparables plus que d'autres. Hein. Il existe, on a parlé du Fairphone la semaine dernière. Oui, Euh, l'ordinateur Framework, le laptop le que tu peux framework, dévisser avec une exactement, simple vis standard, tout est facile. déjà de savoir Framework, que ça existe et de savoir que ça peut être un indice de réparabilité de 9 sur 10, alors qu'un appareil de marque concurrente a une cote de 4 ou 5 sur 10. Ça permet de faire des choix plus éclairés aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté dans toute cette conversation-là. C'était mon éditorial du jour. je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on puisse réparer. Moi, mon expérience, c'est que, par exemple, les téléphones, tu peux les réparer, mais ça demande souvent beaucoup de sang-froid, beaucoup de précision. Si tu n'as pas les bons yeux, les petites pièces à réparer, puis deux, tu as toujours le risque que ça te coûte plus cher en brisant les appareils. Donc, moi, je n'aille pas laisser à des professionnels l'aspect réparation, mais même pour les professionnels, ça devrait être très simple et très efficace. Ouais. Et donc, que ça ne prenne pas 1 heure accéder à la pièce à réparer. Ce qui est arrivé avec un four à induction que j'avais. Il y a 2 techniciens qui ont dû venir chez moi pour ouvrir le four avec quelque chose qui demande 15 vis, simplement pour ouvrir le capot du four, pour remplacer un petit module dont les fils passaient par un minuscule conduit. Juste sortir les fils, écoute, c'est horrible que ce connecteur-là, qui aurait dû prendre 2 minutes à ouvrir. Un capot de voiture, là, tu l'ouvres avec tes doigts, tu appuies sur le bouton, ça s'ouvre. Pourquoi ça prend 15 vis ouvrir le capot d'un four? Je ne comprends pas. Il y a des choses comme ça qui sont absurdes pour moi. C'est là que je pense que des fois, les commerçants ne sont pas toujours, les manufacturiers ne sont pas toujours de bonne foi dans la conception de leurs appareils. Ben, souvent, il y a des vis parce que plus longtemps. 15 vis, on peut dire que c'est pas une question de rigidité ou peu importe, mais 15 vis à tête étoilée, c'est pas si pire. 15 vis avec l'espèce de petit embout que personne n'a sur son tournevis parce que c'est genre une forme. Ça, c'est vraiment à la limite de mauvaise foi, effectivement. C'est ça, dans des trous qui demandent des tournevis très longs. Donc, ça devient un casse-tête et puis quelque chose qui devrait être rapide. Puis en même temps, pour des raisons de sécurité, on ne veut peut-être pas que les gens se mettent les mains là-dedans. Encore une fois, il y a moyen, je pense, de faire un entre-deux entre quelque chose qui te demande OK, je sais ce que je fais, je sais comment l'ouvrir, et quelque chose qui demande 2 techniciens pour ouvrir un capot de four. C'était mon éditorial. Parfait. Donc, on va finir la portion éditoriale de l'émission est maintenant terminée. On va faire une courte pause. Je vais aller chercher mon badge d'Apple parce que je suis chez Apple en ce moment. Et on va parler du nouveau iPhone 15 et de l'Apple Watch série 9 et de l'Apple Watch Ultra 2. Tout de suite après ceci, restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech, édition spéciale Wanderlust. On n'a toujours pas réussi à traduire ce terme-là dans un seul mot français efficace. C'est une sensation d'émerveillement en français, Wanderlust. Les plus cyniques auraient dit Wonderless parce qu'il n'y a peut-être pas eu toutes les annonces qu'on attendait du côté d'Apple cette semaine à Cupertino. On a annoncé une nouvelle gamme de téléphones iPhone, évidemment, et 2 nouvelles montres. Il n'y a pas eu d'AirPods Max 2, il n'y a pas eu d'autres trucs. La rumeur en ville, ici, c'est qu'il y a peut-être un événement qui s'en vient en octobre, qui va être plus axé sur, parce qu'ils ont fait ça à une autre époque. En octobre, on parlait plus de musique, tablette, divertissement numérique. Donc, peut-être qu'on aurait quelque chose plus tard sur les nouveaux AirPods et nouvelles tablettes et des trucs plus larges. Il y a quand même un petit clin d'œil au AirPods 2, au AirPods Pro 2, en fait, hier. Mais avant qu'on en parle, je vais juste vous présenter un partenaire qu'on a avec nous parce que ça m'arrive souvent quand je suis à l'extérieur, j'ai besoin de me divertir entre 2 conférences très, très sérieuses. Et là, je dis, wow, j'ai le goût d'accéder à une émission de télé sur une chaîne de la maison. Et là, je ne peux pas parce qu'il y a un géoblocage, parce qu'ils nous disent, vous n'êtes pas au Québec, vous ne pouvez pas regarder la télé. Eh bien, il y a une solution à ça parce que je suis un client qui paye chaque mois pour son abonnement télévisuel à ces chaînes-là. Et donc, je devrais avoir le droit de regarder la chaîne que je veux, même si je suis à distance. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un VPN. Et pas n'importe lequel, j'utilise le VPN de CyberGhost VPN, qui est notre partenaire ici à Une Tasse de Tech, parce que ça permet de leurrer le site que je visite et lui faire croire que je suis effectivement à la maison alors que je suis à l'extérieur. C'est une façon de contourner les limites. Et c'est drôle parce que hier, j'ai sorti mon iPad et je suis allé sur Facebook et j'avais des publications qui venaient de la page du Devoir de Radio-Canada, puis ainsi de suite. Donc, vous savez, le blocage de Meta et de Google est limité strictement au Canada, c'est-à-dire que les contenus de nos médias d'information canadiens sont quand même encore présents sur la plateforme, sont juste masqués quand on est au Canada. Donc, il y a possibilité aussi, encore une fois, si vous voulez accéder à ces contenus-là par Facebook et Google, Google n'a pas encore entièrement bloqué les contenus sur son moteur de recherche, mais si vous voulez
utiliser cette chaîne d'accès-là pour vous rendre sur le site de vos médias préférés. Il existe aussi l'option d'utiliser un VPN et à un moment donné de mettre votre adresse IP à l'extérieur du pays. Il existe une tonne de VPN. Il y en a qui sont gratuits. J'ai de la misère à recommander un VPN gratuit, mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous parler du spécial que CyberGhost offre aux gens qui sont abonnés à une tasse de tech, qui permet d'avoir accès à leur service pour un prix réduit de 82 %, ce qui est un spécial assez spectaculaire. Pour en profiter, ça revient à moins de 2 $ par mois. Vous allez sur le site de CyberGhost à l'adresse cyberghostvpn.com/une tasse de tech 2023, donc une tasse de tech 2023. Je mettrai le lien dans la description de la balado pour simplement cliquer là-dessus. Et non seulement vous allez avoir accès au spécial de CyberGhost, mais en plus, vous allez nous aider à payer pour cette balado que nous produisons à grands frais toutes les semaines grâce au groupe C23, mais aussi grâce à notre désir de vous informer toutes les semaines sur ce qui se passe dans le monde des technos. Donc, si ça vous intéresse, ça vaut la peine. Un VPN, ça vous sécurise aussi. Si vous êtes sur Internet, ça a plein de bénéfices, dont celui de contourner les géoblocages qui, en passant, n'ont aucune valeur légale. C'est strictement une question souvent de commercialisation de droits négociés entre entreprises. Donc, ce n'est pas vilain de votre part de vouloir accéder à du contenu si c'est fait de façon légitime. Et voilà. Besoin d'émerveillement maintenant, Pascal. Ben oui, émerveillons-nous en parlant d'un iPhone 15. Est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu as tout vu ça puis tu t'es dit waouh, ou tu t'es dit bah finalement, c'est pas mal ça? Écoute, j'ai été un peu laissé sur ma faim, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi on mettait l'accent sur l'émerveillement. J'ai de belles améliorations, mais je n'ai pas vu d'innovation particulièrement révolutionnaire ou de choses qui m'ont titillé du côté d'Apple. Il y a beaucoup de nouveautés. On peut commencer par l'iPhone 15. Oui. iPhone 15 et 15 Pro. Non, c'est le 15 Écoute, il y a eu et 15 4 Plus. iPhones, on le savait, on s'attendait à ça un peu. iPhone 15 et 15 Plus qui sont essentiellement le même téléphone avec un écran de 6,1 et de 6,7 pouces. Et il y a eu les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max qui sont un petit peu plus différents. Évidemment, qui sont plus chers aussi. C'est 1 450 $ pour l'iPhone 15 Pro, 1 750 $ pour l'iPhone 15 Pro Max, 1 130 $ pour l'iPhone 15. Donc, ces appareils qui quand même coûtent une petite affaire plus chère que les 14 et 14 Pro et tout ça qui les remplacent. Mais je te laisse y aller pour l'iPhone 15 et 15 Plus. Écoute, je n'ai pas beaucoup de notes. Ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est le passage au port USB-C, ce qui est la grosse affaire. Encore une fois, Apple a tardé à remplacer son port Lightning. J'ai vu même des articles qui expliquaient aux gens c'était quoi un port USB-C. Et je me dis, il me semble qu'il faut vraiment avoir profondément la tête dans l'univers Apple pour ne jamais avoir entendu parler du standard USB-C en 2023, qui devrait donner accès à des transferts plus rapides de données. Évidemment, je crois qu'on a bridé le transfert par défaut. C'est USB 2.0 sur l'iPhone 15 et 15 Plus, alors que c'est USB 3.0 en termes de débit de transfert sur les Pro et Pro Max. Ça aurait pu être 3.0 sur l'iPhone 15, mais cela dit, même en ce moment, j'en parlais avec des collègues et la plupart du temps, on transfère nos contenus comme des photos, des choses comme ça, de façon sans fil de toute façon. Donc, c'est pas comme si ça allait être une grosse affaire pour les gens qui ont iPhone 15, c'est-à-dire qui ont un iPhone plus vieux puis qui passent sur iPhone 15, là, ce ne sera pas une grosse affaire. Effectivement, oui, on n'a pas changé grand-chose. C'est une petite pingrerie d'Apple quand même. Si ça ne change rien, justement, offrez-le et laissez l'option comme ça. J'ai pris un petit peu plus de notes sur moi. Je ne l'ai pas eu entre les mains. Hein. J'ai vu que l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max avaient évidemment les fonctions les plus innovatrices. J'ai vu que maintenant, c'est un cadre en titane, donc il devrait être plus rigide, plus léger. Ça, j'ai hâte en main. Oui, c'est ça. Avant d'aller sur le Pro, on va parler des modèles de base, si tu veux. Je vais juste compléter ce que tu disais. Vas-y. Parce qu'il y a quelques affaires qui ont changé. On adopte le Dynamic Island, là, entre autres choses. Visuellement, c'est l'espèce de bulle noire sur l'écran qui est séparée, qui n'est pas à côté sur la bordure de l'écran, au sommet de l'écran. Ah oui, la fin de la révolutionnaire. La fameuse encoche disparaît. Là, on vient qu'une bulle qu'on a spinée en version positive. C'est visuellement intéressant comme gadget. Et on a surtout revu en fait la caméra derrière qui a un nouveau capteur de 48 mégapixels qui fait plutôt bien, là, qui combine différentes informations, qui devrait donner des meilleures photos en situation sombre, des photos plus détaillées, plus nettes et qui est mieux stabilisé. Donc, j'ai hâte de voir, d'essayer l'appareil photo. Je n'ai pas eu le temps de l'essayer dans un contexte très... On a à peine effleuré, touché les appareils. Là, ça n'a pas été incroyable. Mais on a fait ça.
On a changé le port USB, puis il y a un autre truc, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, c'est ça, c'est le processeur. Parce que là, on a un nouveau processeur A17 Pro dans les Pro, mais on a le processeur A16 dans l'iPhone 15. Ça fait beaucoup de chiffres qui ne concordent pas, là, mais essentiellement, on est arrivé avec une génération de processeurs qui est peut-être un petit peu moins avancée sur les modèles d'entrée de gamme, alors que le Pro et le Pro Max semblent être des appareils où on a mis toute la gomme, effectivement, par rapport au modèle précédent. La question qu'on se pose souvent, et peut-être que ce n'est pas la bonne question, c'est est-ce que le 15 est meilleur que le 14? Une petite affaire, pas tant que ça. Mais est-ce que le 15 vaut la peine si vous avez un iPhone 9, 11, 12, vous savez, dans ces années-là? Sans doute que si vous sentez que votre téléphone est vraiment très âgé et que vous voulez un nouveau téléphone, c'est sûr que la mise à niveau va être assez importante puisque le design a changé beaucoup et l'appareil est certainement plus performant. Il y a des choses qui se font sur l'iPhone 15 plus nativement, plus naturellement, qui se feraient très difficilement sur les plus vieux iPhones. Mais le cycle de vie des iPhones est à peu près 5 ans, je pense. Donc, c'est quand même pas nécessairement le téléphone qu'il vous faut absolument. Si vous avez déjà un écosystème de gadgets USB-C, des écouteurs, des enceintes, des affaires dans l'auto, n'importe quoi, ça peut valoir la peine pour ce changement-là. Mais sinon, si vous avez plein d'accessoires pour iPhone avec port Lightning, vous allez peut-être sacrer un petit peu, surtout on l'a vu, hein, on l'a trouvé, l'adaptateur Lightning vers USB-C qui existe, qui n'est pas dans la boîte, qui existe et qui coûte 39 $. Donc, c'est quand même pas rien pour un bout de fil qui est ça de long. Donc, oui, il faut y réfléchir. Ce n'est pas une valeur, c'est pas garanti que vous allez vous précipiter sur ce téléphone-là nécessairement. En revanche, comme tu disais, le Pro et le Pro Max ont vraiment, eux, le gros des nouveautés, en fait, cette année dans les produits d'Apple. Donc, comme tu l'as mentionné, le processeur plus costaud. J'ai vu qu'on a remplacé l'interrupteur par un action button. Un bouton d'action. Ça, j'avoue que je suis entièrement curieux programmable. Entièrement. Qui accède, en fait, qui permet d'accéder rapidement à un des raccourcis qu'on peut créer sur l'iPhone avec ce qui n'est comme pas tout à fait de Siri, là, mais qui permet d'automatiser certaines tâches. Donc, on peut aller au-delà de juste des commandes qui seraient proposées par Apple, mais ça va être aussi ouvert aux applications tierces. Donc, éventuellement, on va pouvoir personnaliser ce bouton-là à partir de raccourcis qui vont inclure des applications. Je faisais la blague tantôt, le lien. J'ai un raccourci sur mon téléphone que j'ai créé, puis je n'ai pas fait exprès, mais c'est celui qui était proposé par l'application iRobot pour l'aspirateur intelligent que j'ai testé il y a quelques semaines. Et je pourrais jumeler ce raccourci-là au bouton d'action. Donc, je pourrais juste sortir mon téléphone, appuyer sur le bouton et la balayeuse passerait toute seule à la maison. Ça serait quand même assez cocasse, mais il y a des façons d'utiliser ce raccourci-là pour faire des actions comme ça qui ne sont pas des actions prédéfinies. Donc, ça, c'est le fun. On a ouvert un petit peu l'utilité de ce bouton-là. En même temps, l'option de mettre son téléphone en mode silencieux d'un clic, je ne sais pas si les gens vont continuer d'utiliser ce bouton-là pour mettre leur téléphone en mode silencieux. Je ne sais pas à quel point il était utilisé, c'est ça. J'imagine que Apple connaît le nombre de fois que c'est activé par jour. C'est très drôle parce que j'ai le ThinkPhone de Motorola qui a, comme par hasard, un petit bouton d'action. J'ai trouvé ça très drôle on n'a pas besoin d'avoir l'iPhone pour avoir le bouton action. Je ne me trompe pas, les téléphones LG avaient pendant un moment des boutons d'action comme ça qu'on pouvait programmer comme on veut. Dans les notes, la grosse nouveauté, on permet de filmer les images stéréoscopiques avec les iPhone Pro et 15 Pro Max parce qu'on veut qu'on puisse filmer. Ça, encore une fois, c'est une fonction qui s'en vient, qui n'est pas disponible. C'est de la vidéo spatiale parce qu'évidemment, on veut faire le lien spatiale, c'est ça. Pro. C'est pas 3D, c'est pas spatial. Très légèrement stéréoscopique. C'est ça. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un zoom périscope 5 fois. Et je me suis permis de fouiller dans les archives. C'est comme le Huawei P30 Pro qui a été lancé en 2019 ou le S20 Ultra de Samsung qui a été lancé en 2020. Alors, bienvenue. C'est pas tout à fait le même design, cela dit, mais c'est effectivement... pas tout à fait. Mais il y a des miroirs qui redirigent la lumière, effectivement. C'est ça. On s'entend que 4 ans après, ils ont eu le temps d'innover. Ils ont eu le temps d'y penser, effectivement. Il y a deux affaires par rapport à ça. La première, il y a quand même une stabilisation sur cet objectif-là en 3 axes, ce qui est assez unique. Ça c'était pas le cas sur les téléphones de Huawei et de Samsung. Donc, ça stabilise vraiment plus l'image. Parce qu'on le sait, plus le zoom, plus le téléobjectif, une focale longue, plus c'est difficile de faire une image stable parce que la cible à atteindre est vraiment petite et vraiment loin. Donc, moindrement qu'on vibre ou qu'on bouge, ça apparaît beaucoup dans l'image. Ça prend un bon stabilisateur. Donc, ça va peut-être jouer à l'avantage d'Apple. On va l'essayer avant de pouvoir conclure là-dessus. Et l'autre truc, 5X, 6X, 10X, ce n'est pas toujours évident ce que ça signifie. Dans le cas du iPhone 15 Pro Max, c'est une focale de 120 mm. Donc, quand on dit 5X, c'est comparé à une focale de 25 mm. Donc, c'est quand même
pas 25. 25 x 5, ça fait pas, ça fait 125. C'est quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? À peu près. À peu près. 120, mon Dieu, mes maths sont pas. C'est 20 plus 4, 24 mm. Whoopidou! Mais ça j'ose pas faire le calcul. Alors ça avait un appareil photo plus classique, avait une focale par défaut de 35 mm, qui est pas. Donc, le 24 mm, ça serait un petit peu plus un grand angle, si vous voulez. Et le 5X. Et il y a 3 objectifs, donc, concrètement, à l'arrière de l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Et on peut combiner, dans le cas du Pro Max, en tout cas, les 3 objectifs pour créer l'équivalent de 7 objectifs, appelons-le virtuels, si vous voulez. Là. Donc, 7 façons différentes de prendre des photos, de très grand angle à macro, à normal, à rapproché, et ainsi de suite, avec le fond flou. Et semble-t-il que, justement, la perception de la profondeur est vraiment améliorée. Donc, on peut faire des photos de portrait, entre autres, de façon très réaliste. Encore une fois, ça va être à essayer, mais c'est le gros truc. Le port USB-C des modèles Pro et Pro Max est en débit de vitesse USB 3.0, qui est plus rapide. Ce que m'expliquait quelqu'un hier, un influenceur TikTok très important, mais que je ne connaissais pas, donc allez savoir, c'est que ça va être plus facile pour lui, par exemple, de brancher une caméra par HDMI qui convertit en fait une sortie HDMI d'une caméra à un port USB-C direct dans son iPhone pour avoir le contenu sur son téléphone et ensuite mettre ça en ligne rapidement. Donc, c'est vraiment, quand on dit pro, je pense que de plus en plus chez Apple, on veut justement dire que pro signifie pour les gens qui s'en servent de façon professionnelle, donc dans le cadre de leur travail pour créer du contenu. Ce qui, dans le fond, tombe un peu sous le sens. Mais clairement, les fonctions de production de photos et de vidéos sur les versions Pro et Pro Max sont plus attrayantes. Donc, les gens qui sont très trigger-happy sur l'appareil photo vont peut-être vouloir opter pour ces modèles-là. Malheureusement, ils coûtent un petit bras. Là. On parle de 1450 et 1750 $. Ah, mais là, ouais. Écoute, on a un bon téléphone. Mais écoute, boîtier en titane, plus étroit, plus mince. Le téléphone est un petit peu plus, l'écran est courbé, est un petit peu plus joli, définitivement. Visuellement, c'est pas mal non plus. J'ai hâte de voir effectivement la réception des consommateurs, parce qu'en ce moment, il y a quand même les analystes là, indépendants disaient que c'est un moment charnière pour le renouvellement de téléphones de centaines de millions de propriétaires d'un iPhone en ce moment qui est plus âgé de 4 ou 5 ans et plus. Là. Donc, ça pourrait être un moment crucial pour ce téléphone-là. Donc, ça va être à suivre, effectivement, de ce côté-là. J'ai hâte de voir. La prise en main est le fun. À partir de là, est-ce que ça va faire la différence pour les acheteurs? Je ne sais pas, j'ai hâte de voir, effectivement, de ce côté-là. On n'a pas parlé beaucoup de l'autonomie de la batterie des nouveaux iPhones, qui va être testé aussi parce que l'iPhone 14 Pro, particulièrement, avait une autonomie extrêmement décevante. Et même se dégradait très rapidement à force d'utiliser le téléphone. Donc, j'ai hâte de voir si on a corrigé ce problème-là chez Apple pour l'iPhone 15 Pro. Ça va être à suivre, définitivement. L'Apple Watch Series 9, ceux qui veulent mettre à jour leur Apple Watch, la note que j'ai prise, c'est qu'on a un nouveau geste double tap. Oui. Écoute, j'ai eu une conversation, je m'ai parlé à 4 personnes chez Apple, parce que sur l'Apple Watch précédente, il y a une fonction d'accessibilité qui est on appelle ça le Assistive Touch, je ne sais plus c'est quoi en français, qui est presque similaire à ça. C'est une façon de pincer les doigts et d'activer des fonctions, mais là, on a plus raffiné ça. C'est l'équivalent d'appuyer sur une icône à l'écran, comme dire OK, ou c'est pour répondre à un téléphone ou pour raccrocher un téléphone, on tape 2 fois doigt et pouce, index et pouce, tap, sur la main qui a la montre, et la montre reconnaît le gestuel. Je pense qu'on ouvre une porte vers d'autres choses parce que l'interface gestuelle est extrêmement sous-exploitée dans l'électronique. Tu as un téléphone Motorola, tu le sais, tu fais chop-chop comme ça, tu allumes la caméra, tu tournes comme ça, tu allumes l'appareil photo. Il y a plein de choses gestuelles qu'on pourrait faire dans nos appareils mobiles qu'on ne fait pas. Et là, on a peut-être découvert quelque chose chez Apple, c'est qu'effectivement, il y avait plus à aller chercher, surtout avec la montre, qui a plein de capteurs sur le poignet qui peut aller chercher qui peut reconnaître jusqu'à certains mouvements des doigts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est juste ça. On double tape. C'est pratique, on n'a pas le temps d'avoir 2 mains de libre pour aller taper sur sa montre. Ça rappelle un peu aussi à Wear OS, du côté des montres Android. Là, pendant un bout de temps, on pouvait, d'un mouvement du poignet, déplacer les objets sur l'écran. Bref, si on revient vers ce genre d'opération à une main ou à un poignet de l'Apple Watch, à mon avis, ce serait un progrès. Mais ça se limite pour l'instant au double tap, tu as raison. On a amélioré aussi, on a un nouveau processeur un petit peu plus puissant dans la série 9 qui s'appelle S9. Ce qui permet, c'est d'avoir la grosse affaire, en fait, c'est qu'on peut avoir Siri sur sa montre sans être connecté à Internet. Donc, elle est autonome et 100% on-device, donc sur l'appareil. Donc, quand on est même à l'extérieur d'une couverture réseau, on peut parler à Siri et on peut effectuer des choses sur sa montre
demander un minuteur, lancer une activité, se programmer un rappel, des choses comme ça qu'on pourrait faire normalement, qui seraient peut-être plus compliquées avec les doigts. Là, on peut le faire en tout temps, à même le téléphone. Et on peut aussi, sans être connecté, demander à Siri des informations sur nos données de santé, en lien avec l'activité qu'on fait ou des choses comme ça. Et tout ça est conservé sur la montre. Il n'y a pas de serveur distant qui accède à vos données personnelles confidentielles de santé. Sauf si, évidemment, vous voulez l'accepter, mais de base, on fait attention à vouloir protéger ça pour éviter justement la fuite de données. Donc, on va dire à ta boy à Apple de ce côté-là. Et le dernier détail sur la série 9, et tu pourras faire un petit clin d'œil là-dessus, Pascal, c'est que c'est la première montre, c'est le premier produit de toute l'histoire d'Apple qui est entièrement certifié carboneutre. Donc, on a fait un appareil, un produit qui utilise beaucoup de matières recyclées, de matières qui sont produites sans émission de carbone. Et en plus, on compense en utilisant de l'électricité propre ailleurs pour dire, voici, à la fin de la journée, on produit des Apple Watch série 9 et il n'y a aucune émission additionnelle de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y en a, mais elle est compensée ailleurs. Donc, on arrive avec une espèce de zéro relatif. Et ça, c'est intéressant parce que ça va peut-être motiver d'autres fabricants à faire la même chose. Ça va pousser Apple à continuer de faire ça pour d'autres produits. Apple a dit que d'ici 2030, tous ces produits seraient carboneutres de cette façon-là. Apple dit que c'est certifié par des firmes indépendantes aussi. Peut-être qu'il va falloir, nous aussi, de notre côté, de se pencher là-dessus pour être sûr que ce qu'ils disent, ce n'est pas juste du marketing vert. D'ailleurs, le badge cette année était vert. Si c'est vert, c'est que ça doit être plus écologique. C'est ça. Et voilà. Écoute, ça t'influence. Et l'Apple Watch Ultra 2, j'avoue que j'étais surpris qu'on lance, c'était annoncé, c'était prévu, mais qu'on lance déjà une mise à jour alors que c'est un produit plus luxueux, plus coûteux. Je m'attendais à ce qu'elle allait peut-être faire une fois par 2 ans une mise à jour. Et la note que j'ai prise sur l'Apple Watch Ultra 2, c'est qu'il y avait 3000 nits de luminosité. Et ça, c'est assez impressionnant puisque j'ai des laptops qui ont 500 nits. 3000 nits, c'est pratiquement une lampe de poche que tu as à ton poignet. Là. Ben, je veux dire ceci, je pense qu'ils se sont rendus compte que la lampe de poche est un accessoire très utilisé puisqu'on peut, effectivement, l'écran peut devenir super lumineux, blanc, pleine puissance et ça permet d'éclairer autour de soi. Et je parlais avec des collègues qui disaient, eux, ils utilisent tout le temps leur montre comme lampe de poche. Donc, ça va être une fonction. C'est pas juste pour ça qu'elle est 3000 nits, c'est que ça permet de revoir les choses à l'écran, même sous le plein soleil. Et la grosse raison pour qu'on a fait une Watch Ultra 2, j'ai l'impression, c'est qu'elle aussi est carboneuse dans sa production. Les accessoires aussi, les bracelets, on ne vendra plus de cuir chez Apple. On va vendre un autre truc qui s'appelle le File Woven, qui est une espèce de truc brodé fin qui remplace le cuir. Il y en a plein d'autres affaires qui sont du plastique recyclé, ainsi de suite, qui sont plus soucieux de l'environnement. Mais oui, l'éclairage, on a toujours la même autonomie, 36 heures dans le meilleur des cas, qui est un peu court, à mon avis, j'aurais préféré. Moi, je trouve que c'est très, très court pour une montre d'action. Ça devrait au moins durer la fin de semaine. 48 heures et plus, oui, effectivement. Et l'Apple Watch série 9, 36 heures. On parle d'une pleine journée de 18 heures. J'ai trouvé ça drôle. Une pleine journée de 18 heures, ça n'existe pas. Là, une journée, c'est 24 heures ou c'est pas une journée. Mais bon, bref, c'est comme ça qu'on le présente. Et c'est certainement le gros défaut des montres d'Apple, c'est que ça devrait durer plus que ça comme sur une charge. Tu peux activer le mode économie d'énergie où on capture les données moins fréquemment et ça augmente l'autonomie. J'ai dit 36 heures. 30 heures, c'est l'autonomie de la montre. Moi, je parlais de 3 jours, donc 3 fois 24, 72 heures. Je trouve que ça devrait être un minimum. Tu t'en vas dans une fin de semaine, tu t'en vas faire un marathon à quelque part ou tu t'en vas faire une course d'endurance ou je sais pas, une fin de semaine de canot camping. Tu as ta Apple Watch qui peut durer toute la fin de semaine sans stress. Tu peux t'en servir comme calculateur de plongée. Les montres Garmin, les autres marques, les marques de produits de plein air, de produits électroniques de plein air, ont des montres qui durent 4-5 jours par charge. Et elles n'ont peut-être pas les fonctions connectées de lecture musicale, tout ça, mais elles offrent tous les capteurs d'activité qu'on peut imaginer vouloir avoir besoin quand on est en situation de sport, de plein air, et ainsi de suite. Donc, et un truc que j'aurais aimé sur l'Apple Watch Ultra 2, c'est d'avoir cet appel d'urgence par SOS, par satellite, qui est sur l'iPhone. Parce que des fois, on peut partir avec cette montre-là dans le plein air et ne pas avoir son téléphone, et ça aurait pu être une option. C'est peut-être, point de vue énergie et connexion, bien compliqué. C'est peut-être pas faisable du tout, mais mais en situation de survie, si tu as le choix de mourir ou avoir une autonomie oui, qui c'est diminue, ça, ben oui. Moi, personnellement, je préfère que ma montre me dure 1 heure. En même temps, c'est peut-être justement une question de drain de pile ou d'antenne qu'il faudrait intégrer dans la montre pour se connecter les satellites avec une Ultra 3 l'année prochaine aussi. Ça va être ça va être ça la nouveauté. Connexion satellitaire. Tout le monde va dire zut, pourquoi j'ai acheté l'Apple Watch Ultra 2?
J'aurais dû attendre la 3. Et c'est toujours ça le problème, n'est-ce pas? C'est qu'on renouvelle vite ces produits-là et ça crée des nouveaux besoins qu'on n'a pas nécessairement besoin de combler dans la vraie vie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Il y a des nouveaux AirPods aussi. AirPods Pro 2 avec le boîtier USB-C. On en reparlera. On pourra peut-être même en faire l'essai puis expliquer qu'il y a des nouveautés au niveau du fonctionnement, entre autres de l'annulation du bruit. Mais ce sont essentiellement les AirPods actuels avec un boîtier USB-C qu'on va voir mis en marché par Apple pour compléter l'offre de ce qui a été présenté cette semaine à Cupertino. Fait que si, juste pour le fun, si on achète tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, on n'est pas obligé d'acheter l'adaptateur USB-C, ça fait quand même une bonne somme. Les nouveaux, l'iPhone Pro, Ultra, l'Apple Watch Ultra 2, on est à 3000 quelques. Ouh, quelle émotion. Je ne sais pas à quel point une Apple Watch a besoin d'être renouvelée fréquemment. J'ai des amis qui ont encore la première génération, ou en tout cas une des deux premières, qui était avant qu'elle soit LTE, là, et elle fonctionne encore correctement. Ça fait quand même quelques années. Donc, et c'est un peu ça aussi, c'est une montre. On ne peut pas acheter une montre à tous les 2 ans, 2-3 ans. Donc, une montre dure 10 ans, c'est déjà bien. Donc, c'est peut-être encore une montre, un produit d'acquisition de nouveaux gens, de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients qui n'avaient pas nécessairement une montre connectée. Donc, il y avait une Fitbit, puis que les Fitbit vieillissent vraiment très, très mal, là. Donc, peut-être que c'est un peu ça aussi la stratégie chez Apple. Oui. On en reparlera, on va peut-être les essayer, on vous tiendra au courant si ça se produit. Excellent. Fait qu'on remercie nos partenaires. Toi, je vais te laisser aller à ton événement. Tu as d'autres rencontres, j'imagine. Ça va peut-être nous donner. J'imagine. Ouais. C'est ça, j'imagine qu'il y a des petites choses secrètes que tu ne peux pas nous dire, que tu vas pouvoir nous dévoiler. Non, mais tu ne dévoiles rien. Je te dis que tu as probablement... J'ai des rencontres aujourd'hui. On va rediscuter en détail de choses qui ont été présentées hier, mais là, je vais pouvoir poser des questions à quelqu'un qui va pouvoir me répondre. Donc oui, on va pouvoir arriver avec plus d'informations. Si on a les produits à tester, on vous les présentera, c'est certain. Ne manquez pas ça. Génial. Plan Hub, TELUS, Jura, merci. J'ai hâte de me faire un autre café. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast, tout le groupe Cogeco. Bonjour à tout le monde du 98.5 de C'est quoi, de toutes les stations du groupe Cogeco en région. Claude Hébert à la mise en onde. Christophe Ouellette aussi, qui est Christophe Ouellette, merci. Il faut l'écrire. On va l'écrire comme ça. On va le noter dans nos notes, oui, parce que c'est surtout lui qui s'en occupe. On le salue. Jean-Christophe, salut. Jean-Christophe, ici, je l'écris. PascalForget.com, tu as du stock là-dessus, toi. Il faut aller voir ça, les amis. Consultez ce site. Il y a beaucoup de... Ce que j'apprécie, surtout des appareils qu'on connaît moins, qui sont vraiment intrigants, comme par exemple ton enregistreur là, dont tu parlais, dont tu vas nous parler la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. C'est des produits, je me suis permis sur mon site, comme c'est moi qui le fais, je n'ai pas de rédacteur en chef à séduire, à convaincre. Je me permets d'y aller avec les produits. Non, mais c'est tout le temps ça, tu sais, pourquoi on parlerait de ça? Ça n'intéresse personne. Ben non, ça ne sert à rien. Un clavier à 200$, qui c'est qui va s'acheter ça? Je me suis permis de me gâter en parlant de produits qui me plaisent, qui, je crois, peuvent intéresser des amateurs de technologie. Je me dis, si je peux parler aux gens qui aiment la technologie, on se comprend entre nous. Voilà. Et pour tout le reste, vous venez lire sur Le Devoir, ledevoir.com. Abonnez-vous à ça aussi, ça vaut la peine, c'est important. On vous informe de plein de choses. Moi, je vous informe de techno et d'affaires, donc c'est quand même pas rien non plus. Et abonnez-vous à la balado, parce que vous allez voir, on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. C'est un gros automne dans les technos, on vous le dit tout de suite. Vous voulez rien manquer, abonnez-vous à nous, à une base de texte sur les plateformes balado de votre choix, ça vaut la peine. Sinon, on vous dit bonne journée, bonne semaine. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Bye bye.